Et quand on était enfant, vos enfants venaient chez nous, on venait aussi chez vous. Il dit, ah, donc tu connais mes femmes? Je dis non, je connais la première, la maman de ta fille et de ton fils. Il me dit, ok, pourquoi je boite? Je lui fais comprendre que j'ai été torturé hier. Il me dit, ah bon, ok. Il me demande, est-ce que j'ai fait les cérémonies? Est-ce que je suis lié à la tradition et tout? Je dis, non, moi je ne connais rien de la tradition. Je vais à quelle église? Je dis, moi je n'ai pas de religion, je n'ai pas de parti politique ni rien. Il me dit, ah bon. Et parfois les chansons de chez nous que je chante, je donne les noms célèbres là. C'est pourquoi je compte et je les chante. Je dis, ah, ce sont les chansons traditionnelles de chez nous. Et moi je les chante pour faire la promotion de notre culture. Il me dit, ah bon, ok. Mais quand on est venu me prendre, est-ce que mon père est au courant? Je dis oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il n'a rien dit. Que ah bon. Et depuis hier à aujourd'hui, il n'a pas cherché à venir me voir. Je dis non, il n'a pas cherché à venir me voir. Il me dit, ah bon, c'est curieux ça. Est-ce que mon oncle, le frère de mon père, je suis en contact avec lui. Je dis, bon, ça fait longtemps, je suis en contact avec lui. Sauf que quand j'ai commencé à faire mes interventions, il m'a appelé pour me dire non, d'arrêter d'insulter le président. Il dit, ah bon, donc on m'a prévenu. Je dis oui. Mais pourquoi j'ai continué? Tout le narratif que j'ai eu à faire la veille, je les ai exposés, tout cela. Il dit, ben non, mais pourquoi je ne suis pas venu les voir pour leur en parler? Je dis non. Du moment où on m'a dit que c'est parce que je ne suis pas dans le parti au pouvoir, je ne fais pas les courbettes au parti au pouvoir, qu'on me ferme les scènes. J'ai fait la démarche d'aller voir le secrétaire exécutif du parti pour lui dire que je suis aussi un frère kabylien comme eux. Ce n'est pas parce que je ne suis pas membre de leur parti que je suis forcément contre eux. Et ma manière à moi d'aider le parti et le président à bien faire son travail, c'est de prendre dans l'opinion l'avis de la majorité, les dénonciations et les ramener sur la place publique. Comme cela, ils pourront travailler là-dessus pour que les gens ne puissent plus parler. Il me dit non, que ça c'est le parti ça. Normalement, je devais venir les voir eux. Nous sommes du même village et tout. Et mon papa, pourquoi on l'appelle depuis, il ne décroche pas? Il y a même une somme qu'on doit le donner, on l'appelle de venir, mais il ne décroche pas. J'ai dit non, mon papa, il n'est pas très bien portant. Ça fait qu'il ne prend pas les appels quand on l'appelle. Et souvent, c'est moi-même qui l'aide pour certaines choses et tout. Il me dit, ah bon? Il dit oui. Du coup, il y a un parmi eux qui me dit, non, tout ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, je m'en prends au chef de l'État et tout, alors que je suis un kabien et tout, c'est la faute à mon père. C'est mon père qui avait commencé cela et aujourd'hui moi aussi je suis en train de le faire et je mets même mes enfants dans la rébellion est en train de s'agrandir. Et là je tique, je dis waouh, non, mon papa ne m'a encouragé en rien et c'est moi qui ai pris sur moi de faire ce que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai vécu et par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Il me dit non, que lui sait de quoi il est en train de parler. Et il joue une vidéo où je dis au président du conseil que voilà, il achète tout. Il n'est pas aimé. Il est vomi par les populations. Même son amour, il achète. Les gens qui viennent le voir, qui l'applaudissent là, ils le font seulement parce qu'il est en train de les payer. Il les paie, c'est pour ça. Sinon, s'il ne paie personne, personne ne peut sortir l'acclamer parce que personne ne l'aime avec ce qu'il est en train de faire comme comportement. Il me dit voilà. Et c'est un cabinet qui est en train de parler comme ça. Je veux contaminer les autres pour qu'ils passent pareil. Et c'est déjà parti à l'international. Ça veut dire quoi? Et d'un coup, il y a une troisième personne parmi elle qui dit que les gars, le petit frère il a parlé, mais moi je vois qu'il ne raisonne pas bien. Il n'est pas normal, il n'est pas dans son état normal. Donc nous devons l'aider à guérir. Nous devons l'aider à guérir. Je dis oh. Je me sens bien. Il dit non, 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 non. Que je ne me sens pas bien. Eux, c'est leur rôle de m'aider à guérir. Donc ils vont voir, ils vont prendre des précautions pour qu'on m'aide à revenir en moi, à guérir. Et après, on va m'envoyer au village pour faire les cérémonies. Je dis non, moi je ne fais pas de cérémonie. Hein. Je ne suis pas mêlé à toutes les traditions. Même Evala, je n'ai jamais fait Evala. Que non, 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 c'est à eux de décider. Donc on va m'aider à guérir. Je dis mais, comment ça? Ils se lèvent, ils partent. Ils se lèvent, ils partent. On devait me chercher, on me ramène pour aller signer ma déposition. Et là, je dis à l'officier qui est en train de faire ma déposition que non, moi je vais appeler un avocat. Ma place
n'est pas dans un asile. Parce que hier, j'ai été prévenu par ma tante qu'il y a des officiers du village de mon père qui veulent me faire interner pour cas de folie. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y a des gens qui sont venus pour qu'on puisse régler le problème en famille. Je rentre, je vois des officiers du village de mon père. Et l'un parmi eux conclut que je ne suis pas bien, donc on doit m'aider à guérir. Je cite le nom du colonel Roseau, parce que je l'ai cité aussi auprès de mes avocats. Quand on va l'interpeller, quand on va s'approcher de lui pour lui demander, il pourra citer le nom des 3 autres personnes qui l'accompagnaient. Il pourra nommer celui qui a dit que ce que je suis en train de faire, c'est mon père qui l'avait commencé. Nommer celui qui a dit que le petit frère n'est pas normal et que nous devons l'aider à guérir. Je ne sais pas quelle étude il a eu à faire pour être en mesure de diagnostiquer la folie ou un cas de dérangement chez les patients. Donc je dis à l'officier que non, moi je ne veux pas qu'on m'envoie dans un asile psychiatrique. Je veux qu'on m'envoie chez le procureur parce que pour mon infraction, c'est en prison que je dois aller. Ils veulent me détruire, moi et ma carrière et mon image, s'ils me font passer pour un fou. Parce qu'après, quand je sortirai, même si je me permets de faire des dénonciations, l'opinion générale dira « Oh, c'est un fou qui est en train de parler, ne l'écoutez pas, ne le prenez pas au sérieux. » Il a été déjà interné pour folie. Comme on va en prison, je sortirai en tant que prisonnier politique. En tant que prisonnier politique. Le monsieur me dit, ce n'est pas encore le moment de parler d'avocats, de les suivre. Et le moment viendra, si vous prenez des avocats, je les prendrai. S'il vous plaît, tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Le live est attaqué. Permettez-moi de boire un peu d'eau de coco. Donc, il avait déjà tapé mon PV. Mais quand je suis revenu, il m'a reposé une dernière question. Il me dit, est-ce que je fume la marijuana, le cannabis? J'ai dit oui, en tant qu'artiste, de temps en temps, il m'arrive de le faire. Pour faire la blague, je dis comme Connie Gangsta. Mais ça fait près de mois que j'ai arrêté. Et il a ajouté cela à mon PV. Il m'a dit voilà, on m'attend dehors. Je me suis levé et je suis sorti. Il y avait 2 soldats qui m'attendaient, armés. Ils m'ont fait descendre et là, ils m'ont mis les menottes par derrière. Ils ont serré très fort les menottes. Jusque là, je garde encore les stigmates et je ne sens pas les 3 doigts là. Parce que les nerfs ont été compressés. J'avais du mal à marcher, le pied était enflé. Ils m'ont fait descendre. Il y avait une voiture de 15 places qui nous attendait. Ils m'ont mis une cagoule. Ils m'ont fait rentrer dans la voiture, mais ils m'ont mis à l'arrière, là où on dépose les bagages. Ils m'ont fait coucher là-bas comme un sac. Ils l'ont fermé et on a pris une destination inconnue. Quelque temps après, nous sommes arrivés dans un endroit. On m'a fait descendre de la voiture. Ils m'ont fait monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai gravi les escaliers. J'ai même failli tomber. Ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont fait asseoir. Et là, ils m'ont enlevé la cagoule. La salle était climatisée. J'étais assis sur une chaise. À côté, il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et dans l'angle gauche, il y avait une photo imposante du président du conseil qui trônait. Quelque temps après, les 2 gardes étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur. Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle, le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert, il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil qu'après donnez-lui de l'eau. Faites venir le coiffeur.
Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit, rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe, peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos. Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti. Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené dans cette villa. Juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabyre, ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Qu'on prend les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp ou le chef corps de la garde présidentielle qui est lui-même venu personnellement me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est AZB, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener AZB dans l'asile des fous, normalement c'est là-bas qu'on devait me coiffer. C'est AZB, on devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel. Ah oui, j'en ai parlé à mes avocats qui se sont constitués et nous allons porter plainte, nous allons les poursuivre. Nous allons les poursuivre. Ils vont me rendre mes cheveux et ma barbe parce que cela a une connotation spirituelle. C'est pourquoi à l'entame de mon live, je vous ai dit que je suis vivant devant vous aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est un mort vivant qui parle ou c'est un vivant. Parce que je ne sais pas si mes cheveux, ils sont partis les mettre avec ma barbe dans un cercueil, dans un tombeau, sous un fétiche, je ne saurais le dire. À des fins de rituel, je ne saurais le dire. Mais, ce qui est sûr, ils m'ont pris du S-Creek pour m'envoyer à cet endroit cagoulé où monsieur le colonel Aoui s'est présenté pour ordonner qu'on me rase les cheveux et la barbe. À quel fin? Ils auront à répondre de cela et me rendre cela. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Si c'est sous un fétiche, ils ont déposé ça en pays kabyre, ils vont aller régler ça. Mes tantes sont déjà en train aussi de se constituer pour réclamer cela. Parce que bon, visiblement, je ne peux pas compter sur mes oncles. Mais au moins je peux compter sur mes tantes. Et elles vont réclamer cela. Donc qu'ils soient prévenus par avance. On a quitté l'endroit, ils m'ont repositionné encore en position de sac de couchage, de marchandises à l'arrière d'un bus de 15 places. Et à mi-parcours, arrivé à la hauteur de la zone portuaire, je le sais parce que quand on m'a remonté la cagoule, j'ai vu un peu. C'est en ce temps que le soldat a monté la cagoule pour me donner de l'eau. Cette eau que le colonel Aoui a dit après donner lui de l'eau. C'est en ce moment qu'ils m'ont fait boire l'eau. Il a refermé la cagoule. Je me plaignais des menottes qui étaient trop serrées. Il m'a dit non, qu'ils n'ont pas les clés et que nous ne sommes pas loin d'arriver.
Je suis resté ainsi jusqu'à ce que nous n'arrivions à Zébé. Arrivé là, ils ont retrouvé les clés, ils m'ont enlevé les menottes, ils ont enlevé la cagoule, ils m'ont fait asseoir sur un siège normalement et ils sont rentrés à l'intérieur de Zébé. Nous sommes descendus et ils m'ont fait rentrer dans la salle d'attente pour voir le médecin. Quelque temps après, on nous a annoncé et je suis rentré. J'ai vu le médecin qui était là et les deux gardes qui m'ont amené étaient à mes côtés, toujours armés. Mais arrivé là-bas, ils ont levé les chargeurs de leur arme et tout, ils ont déposé. Et le professeur nous demande que puis-je faire pour vous. Et un des gardes lui demande s'il n'a pas reçu l'appel du colonel. Il dit oui, mais il veut m'entendre. Et l'un des gardes dit il va sortir pour faire un appel. Il sort et l'autre reste. Et je me mets à narrer l'histoire. Je me mets à dire oui, j'étais en train de défendre même les militaires, les médecins, les enseignants que j'exigeais avec la fortune et les ressources du pays qu'on triple le salaire, qu'on double, qu'on triple le salaire des médecins, qu'on double, qu'on triple le salaire des militaires, qu'on double, qu'on triple le salaire des enseignants, que c'est bien possible, qu'on arrête les personnes qui détournent les ressources du pays. Et le militaire qui était à ma droite était gêné, il s'est levé pour sortir. Parce que quelque part, il savait que je les défendais. Il est sorti. J'ai parlé avec le professeur, je lui ai narré tout ce que j'ai eu à lui raconter. Et après, il me dit de sortir, l'attendre dehors. Il était avec deux de ses assistants. Je sors attendre. Au bout de 5 minutes, il me fait revenir et il me dit voilà, j'ai parlé, il m'a bel et bien entendu. Il y a de la cohérence dans ce que je dis. Je suis lucide, j'ai tout dit de A à Z de façon impeccable. J'ai soutenu un argumentaire. C'est propre. Sauf que, il m'a posé certaines questions. Est-ce que je dors? Est-ce que je fume le cannabis? Est-ce que je me retrouve souvent dans une situation d'angoisse et tout? Est-ce que je suis souvent triste? Est-ce que j'ai des idées suicidaires? J'ai répondu à toutes ces questions. Est-ce que je fume du cannabis? Oui, mais ça fait un moment que j'ai arrêté. Est-ce que j'ai des idées suicidaires? Je dis jamais, j'ai pensé à me suicider parce que mes principes spirituels ne me demandent pas de le faire. Il dit mais pourquoi je dis que je suis déjà mort et tout? Je dis oui, c'est vrai que ce que je faisais, je ne pouvais pas être dans mon état pour le faire. Donc je savais que si on me prenait, je risquais le pire. Mais j'étais prêt à cela parce que je voulais que le pays change. Il dit mais est-ce que je dors? Je dis non, mais ces derniers temps je ne dors pas parce que je fais des heures de live. Je fais des heures de live et je discute avec les gens. Donc ça fait que je prends des boissons énergisantes pour ne pas dormir. Il dit voilà. Donc tout ce mélange-là montre qu'il y a quelque part un trouble. Et en psychiatrie, nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier de suicide, dans une phase de suicide équivalent. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas le courage. Mais je me mets en danger pour que l'individu en face de moi puisse en finir avec moi. Et je dis non, mais docteur, vous savez très bien que je ne suis pas fou. Et il me dit, entre nous, que je ne peux pas être au Togo, connaître le pays dans lequel nous sommes, faire ce que j'ai fait là et dire que je suis normal. Que quelque part, il faut avoir un câble pété avant de le faire. Nous en avions souri. Et il m'a dit de me rassurer. Il ne me traite pas de fou. Comme il a bien dit, en psychiatrie, il y a des termes techniques. Je ne peux pas comprendre. Mais ils vont m'aider à m'apaiser et tout. Ils vont me garder pour que je puisse être apaisé. De me rassurer, il fera son travail de façon professionnelle. Ça, il me le garantit.
qui n'est pas là pour suivre les consignes de quoi que ce soit, lui fera son travail. Et je lui ai dit non, professeur. Non, docteur. Je ne savais pas qu'il était professeur en ce temps. Bien avant que je ne vienne ici, il y avait déjà des officiers du village de mon père qui avaient déjà planifié de me faire interner dans un asile psychiatrique. Et ce matin même, avant de venir, c'est un groupe parmi eux qui est venu dire que le petit frère ne raisonne pas bien et qu'il faut qu'on l'aide à guérir. Et je me retrouve devant chez vous. Donc ce que vous faites, ce n'est que la suite logique de ce qui avait déjà été décidé. Il dit non, que lui, après m'avoir écouté, s'il avait estimé qu'il n'y a pas lieu de me garder, lui, rien ne l'oblige à me garder, il va me dire non, on va aller m'amener dans un autre centre, lui n'allait pas le faire. Mais c'est parce qu'il a estimé que je dois être interné qu'il le fait. Il dit mais vous savez très bien que je ne suis pas fou. Il dit il n'a pas utilisé le terme de folie, mais ils vont m'aider à m'apaiser. Il dit aux soldats qui m'ont accompagné, d'accord, on va le garder, mais dites au colonel qu'il faudrait au moins envoyer 2 gardes pour qu'il puisse monter la garde devant sa chambre. Ils avaient déjà donné les consignes pour qu'on puisse arranger la chambre où je devais être. Ils m'ont déplacé, ils m'ont emmené vers là. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils ont commencé à me faire leur traitement, à me faire des injections, à me donner des comprimés et à me mettre du sérum. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on m'a injecté. Je ne vais pas aussi être une mauvaise langue pour dire que j'ai été empoisonné ou quoi que ce soit. Ce que je sais, j'ai reçu des injections. Je ne sais pas c'est quoi ces injections. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens à 100% de ma forme? Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas à 100%. Et quand je reste, mes nuits ne sont pas aussi calmes qu'elles ne l'étaient avant que je ne sois interné dans une asile de fous. Et physiquement, je n'ai plus mon énergie que j'avais avant de pouvoir être interné. Je le sais parce que j'ai essayé de répondre mes exercices physiques, mais je n'ai plus la force que j'avais. Je le sais. Donc, ils ont commencé les traitements, les injections, les sérums, les comprimés. Et là où j'étais, je n'étais pas autorisé à avoir de la visite. Ça a commencé le matin, le soir, ça a suivi. Et le professeur a dit normalement pour garder quelqu'un, il faut amener une certaine somme. Pour qu'on puisse voir les besoins de la personne sans manger, tout. Ils ont dit ils vont envoyer la somme pour qu'on puisse commencer. Ils ont trouvé les moyens de pouvoir me faire interner. Et ils étaient en mesure même de financer pour que je sois interné là. Dans tout ce que je vous dis jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant que j'ai des problèmes et qu'on va m'interner. Non. Mes parents n'étaient même pas encore au courant que j'étais interné là-bas. C'était le mardi. Mon papa m'a cherché. Il est allé au West Creek. Ils lui ont dit que quand on m'a emmené la veille pour m'interroger, je déraisonnais, je ne raisonnais pas bien. Donc on m'a envoyé pour voir un psy. Il a été au niveau de l'ANR. Ils disent non, qu'ils n'ont pas eu de maîtresse ici, que c'est forcément au West Creek. Et finalement le mercredi, qu'on lui a dit que j'étais allé à ZB. Et qu'on me faisait des traitements pour m'aider à retrouver mes esprits. Mon papa, ma maman n'avait pas le courage de venir. Elle était carrément dépitée. En ce temps, j'ignorais même que ma maman avait déjà commencé à faire des vidéos. J'ignorais que ma fille avait déjà à faire des vidéos. J'ignorais tout ce qui se passait à l'extérieur. Je n'avais aucune idée. Ils ont restreint la visibilité du live. Le live est très signalé. On dit on va le couper bientôt. Mais je crois que je vous ai déjà dit le maximum de ce qu'il y a. Arrêtez vos emojis et des commentaires qui ne sont pas encourageants.
Bien avant qu'on me prenne, quand je savais qu'on me prendrait, il y avait une personne avec laquelle j'étais en communication étroite. C'était Vagabombo. Il me disait que je courais des risques. J'ai dit oui, je suis prêt à les prendre. Il dit de sortir du pays avant de parler. J'ai dit non. Je veux rester là pour le faire. Je le fais pour le Togo. Il m'a dit, frérot, si jamais on t'arrête, je te promets que je vais mobiliser le monde entier pour toi. Je ne vais pas te lâcher parce que ce que tu es en train de faire, franchement, j'avais entre-temps décidé d'abandonner carrément la lutte. Mais c'est voir la fougue que tu as, l'énergie que tu mets, ça me motive à pouvoir continuer. Donc si jamais on t'arrête, je te promets que je ne vais pas t'abandonner. Et même si tu es condamné les autres, sache que ta famille, je ferai tout pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle soit protégée. J'ignorais qu'il allait joindre l'acte à la parole. Il y a un fait important que je veux vous rappeler. Pendant qu'on avait commencé, que moi j'avais commencé à faire mes interventions avec Verve déjà en décembre 2024, janvier 2025, Vagabombo était actif dans le train de la liberté. Et il m'appelait, il me faisait du chatting pour que je puisse rejoindre le train. Moi je dis non, ce que je fais, je le fais en mon nom personnel. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'agis en mon nom personnel. Je veux agir sous ma propre gouverne. Si je suis interpellé, je veux répondre moi seul. Je ne veux pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui me manipule de l'extérieur, que c'est quelqu'un qui m'envoie. Et puis, entre-temps, il me dit, ah, il y a le grand frère Marc Nda qui voit ce que tu fais, il voit que tu es un peu vrai et que tu es en train d'agir dans la bonne marche de la lutte. Il aimerait te soutenir. Il a demandé que je puisse t'envoyer 1000 euros. J'ai dit à Vaga, mais dis-lui merci, mais je ne vais pas rentrer en contact avec lui, je ne vais pas monter dans ses lives. Parce qu'en ce temps, la peur que moi j'avais, c'est que quand il faisait les sorties, il disait qu'avec ce qui va se passer, les gens vont mourir. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas être sur le territoire et puis tenir ce genre de propos, parce que demain on dirait que je suis en train d'emmener les gens à l'abattoir. Et moi je ne veux pas ça. Donc je ne peux pas rentrer dans ces lives, mais qu'ils lui disent merci. Je le remercie pour son soutien parce que ça tombait dans une période même où j'étais vraiment sous le rouleau. Mais au-delà de ça, je ne serai jamais membre du train de la liberté. Il m'a dit, oh non, c'est pas pour te corrompre, non, c'est juste pour t'encourager. Et c'est au nom de ce geste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je témoigne du respect à M. Marc Nda. Parce qu'en retour, il n'a jamais rien exigé de moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et les éléments du train de la liberté, quand ils ont eu les opportunités, les occasions, ils sont venus dans mes lives, ils m'ont donné de la force, ils m'ont encouragé. Et à ma sortie, j'ai pu voir qu'il n'était pas resté en reste. Il faisait partie de tout ce monde qui ont mobilisé les énergies pour exiger que je sois libéré. Donc encore une fois, j'aimerais passer par ce canal pour dire merci à Marc Nda et merci au train de la liberté pour leur soutien et pour avoir participé à ma libération. Je sais que si j'étais tombé, les armes à la main, sur le champ de bataille, il faisait partie des personnes qui chériraient ma mémoire, que l'univers s'incline en leur faveur. Voilà. Donc, j'ignorais en ce temps qu'il y avait déjà cela que Vagabombo avait activé, qu'il y avait déjà des gens qui étaient en train de se battre pour moi. Et le mercredi 28, j'étais allé pour prendre ma douche avec mon pied qui me faisait mal. Quand la secrétaire a fait rentrer mon papa et ma femme dans la salle où j'étais. Mon papa m'a vu avec les cheveux rasés, ma femme m'a vu, elle était un peu surprise. Et mon papa me dit que il y a des gens qui sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, que normalement, il m'a cherché partout, il ne m'a pas trouvé. C'est aujourd'hui, on lui a dit que j'étais ici, il est venu. Qu'on lui a dit que je déraisonnais. J'ai dit je ne déraisonne nulle part. Je ne déraisonne nulle part. J'avais déjà du mal à parler parce qu'à cause des injections, il y avait une forte incohérence entre mes pensées et ma locution.
La langue était lourde, j'arrivais plus à tourner la langue. Et j'ai dit non, ils ont commencé à m'injecter. Je veux qu'ils puissent informer ma maman pour qu'elle informe mon frère quand on parle à Zaga, qu'on me fait des injections. Comme ça, ils vont stopper parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de m'injecter. Il faut que l'information sorte au maximum. Qu'on est en train de m'injecter. Mon papa dit non, bon. J'ai dit, je veux comprendre un avocat. Parce que ma détention a été arbitraire. Ils m'ont torturé alors que ce n'est pas normal. Je veux comprendre un avocat. Mon papa m'a dit non. Qu'on lui a dit que normalement, en m'emmenant ici, c'est pour me protéger. Parce qu'avec les infractions que j'ai eu à commettre, je devais risquer 15 ans de prison. Donc ici, c'est le moindre mal. Donc, il voulait me faire garder là-bas un bon moment, soit disant qu'on veut m'éviter 15 ans de prison. J'ai dit à papa, non, moi je veux comprendre un avocat. Parce que mes droits ont été violés. Papa m'a dit, ok, donc il va en parler à la maman. Parce que lui ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Je sais qu'il est corps habillé. Il dit, il n'y a pas de souci, mais il a qu'à en parler à la maman. Pendant qu'on parlait, les infirmiers sont rentrés. Ils ont commencé à faire le reproche à la secrétaire. Pourquoi elle m'a fait emmener? Comme mon papa est venu faire annoncer comme colonel Tchala, c'est en ce moment que je me suis rendu compte que le médecin qui me traitait était aussi de la médecine militaire. C'était un lieutenant-colonel de la médecine militaire. Donc comme sa secrétaire a entendu colonel Tchala, pour lui c'est le même corps. Donc elle a fait venir mon papa. Donc elle a fait partie de mon papa et ma maman. Dit non, on n'est qu'à sortir. On ne doit pas avoir droit aux visites. Ils sont sortis. Ils disent qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Mais dès qu'ils auront l'autorisation, ils vont venir. On dit avant qu'ils ne viennent, il faut que le procureur l'autorise d'abord. Et ils sont partis. Mais ils savent dans ce moment qu'au moins les informations vont sortir. Et que Zaga, mon frère et tout vont faire informer les gens que c'est comme ça qu'ils sont en train de m'injecter et tout. Donc, c'était le mercredi. Dès le jeudi, les injections ont stoppé. J'ai pas compris. Les sérums ont changé. Les produits que je prenais ont changé. Et en ce temps, on m'informe qu'il y a des gens qui sont en train d'afficher l'hôpital psychiatrique de Zébé. Qu'on a affiché la photo du directeur de Zébé. Je profite par cette occasion pour vous dire que la photo qui a été affichée, la photo du directeur de Zébé qui a été affichée, soit disant c'est lui qui m'a fait interner, qui me faisait une injection. Le monsieur était innocent. Il n'était même pas présent, il était en congé. Il est le directeur du centre psychiatrique de Zébé, mais n'est pas le médecin du centre. Le médecin, c'est un professeur et c'est un lieutenant-colonel. Donc le directeur de Zébé n'avait aucun rapport avec ce qui s'est passé. Mais le médecin, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a interné. Donc ce n'est pas sa photo qui a été affichée. Donc je vous demanderai d'être un peu plus clément envers le directeur. Et si possible de supprimer ces photos si ces photos sont encore sur les réseaux. Parce que lui, il n'en était pour rien, il était même en congé. Mais le nom qu'on a mis correspondait, c'est ce qu'on m'a dit après, qu'on a mis le nom du colonel, mais avec la photo du médecin. Donc quand les choses commençaient à venir comme ça, les traitements ont stoppé, net. Tout a changé. Tout a changé. Et du moment où les traitements se sont arrêtés, le jeudi, vendredi, à ma sortie, je vais le dire en toute honnêteté, et je peux dire en partie c'est à cause des pressions, mais j'ai découvert un personnel formidable. Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Zébé a été professionnel et très aimable avec moi. Dans les échanges, d'autres ont eu à découvrir mes vidéos et ont su que ce que je faisais, c'était pour la cause collective. Ils étaient de tout cœur avec moi. Ils me traitaient bien. Quand bien même, durant tout le séjour que j'ai eu à faire là-bas, je n'avais pas le droit de sortir dans la cour comme les autres qui pouvaient le faire. Quand bien même, je n'avais pas le droit de parler à mes parents quand je le voulais, sans autorisation préalable du professeur et
de certaines personnes, tout le personnel s'est bien comporté avec moi. C'est ici l'occasion pour moi de remercier Zagabombo, de remercier Jémi, la reine. Je dois même enlever mon chapeau pour te remercier, Jémi. Merci. L'occasion de remercier Roméo Mokonzi, de remercier Kodjovi Toguin, de remercier Hodako, de remercier Tribunal La Flèche, de remercier Togbevi PC, de remercier Raoul Leblanc, de remercier tous ces blogueurs, toutes ces personnes, ces artistes, ces community managers, ces professionnels des médias qui se sont mobilisés pour dénoncer ma détention, pour crier justice, pour exiger que je leur sois rendu. Merci à vous. Sans vous, je ne serai pas encore devant vous aujourd'hui. Je le dis encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais peu importe le temps qui me reste, ma priorité aujourd'hui n'est pas de me presser de quitter le pays pour aller dire que je soigne ma santé et tout, non. C'était ce que j'avais voulu faire dans un premier temps, garder le silence et observer tout. Mais en étant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a eu des gens qui ont fait un travail formidable. L'occasion encore ici de m'incliner en toute humilité devant Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toutes ces personnes-là. Pour ce qu'elles ont eu à faire pour ma famille et pour moi-même. Moi, je leur rends une reconnaissance éternelle. Une reconnaissance éternelle. La liberté dont je joue aujourd'hui, qui ne me satisfait pas totalement parce que j'avais pensé pouvoir aussi obtenir la liberté de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Si j'arrive à profiter de cette liberté, c'est en partie grâce à eux et à tout ce qu'ils ont eu à faire. Dites à Vincent Jack que Harmon est enfin dehors et qu'il lui tire chapeau, qu'il lui dit merci. Corolé, la brave Tania, j'ai vu tout ce qu'elles ont eu à faire. C'est que si je dois citer les noms, je dis jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini. Le général Makoso, j'ai été très surpris. Les évangélistes, les révérends pasteurs, le pasteur Antonio Cephas, lui qui particulièrement savait avant que d'autres le sachent. Les lois de nos destins sur terre, Dieu les écrit. Et si ces lois sont le mystère, nous sommes l'esprit. Je suis celui que rien n'arrête. Je suis celui qui va, celui dont l'âme est toujours prête à Jéhovah. Donc j'aimerais pouvoir mettre mon énergie et me positionner comme faisant partie des défenseurs farouches des droits universels de l'homme. M'opposer à la torture, parce que c'est un acte, c'était une action, un acte imprescriptible. Et sachant que le 6, il y a eu des gens qui sont sortis pour réclamer ma libération et réclamer beaucoup d'autres choses. Et que ces personnes ont été torturées. Je ne peux que, moi, me dresser comme un rempart, exiger
que justice soit faite en mon nom et au nom de ces personnes-là, pour que plus jamais sur notre territoire togolais, des personnes puissent se permettre, parce qu'elles sont dépositaires du pouvoir public, du pouvoir de l'État, de torturer des citoyens quand ceux-ci veulent s'exprimer. Peu importe ce qu'on peut reprocher aux gens, la loi existe. Et la loi a tous les mécanismes pour sanctionner ceux qui sont déviants. Mais nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Alors on ne peut jamais, au grand jamais, accepter que les gens soient torturés, que les droits humains soient bafoués. Nous allons veiller à ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans les cas de torture, dans les cas de violation des droits humains, puissent répondre de leurs actes devant la loi, devant la justice. Et nous, parce que nous sommes humains, nous veillerons à ce qu'ils ne soient pas torturés, mais qu'ils répondent devant la loi. Nous veillerons à ce que leur intégrité physique soit respectée, parce que nous avons de la hauteur. Nous sommes des êtres supérieurs. Nous ne sommes pas des animaux. Quand on mettra la main sur ces personnes-là, elles devront répondre devant la justice. Et nous ferons tout. Nous nous engageons à cela pour qu'elles ne soient pas torturées. Parce que nulle part dans le code pénal, nulle part dans la législation togolaise, on a demandé qu'on puisse torturer les gens. La torture est un acte imprescriptible. Et nous n'allons pas continuer à cautionner cela. Je fais ce témoignage vivant pour que les gens comprennent. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui m'a torturé. J'ai cité des noms. Et j'ai pu le faire aujourd'hui, pas hier, parce que je voulais prendre le temps de constituer les avocats et qu'on puisse monter le dossier. Je cite les noms pour que ces personnes aussi se préparent davantage. Quand elles seront interpellées, si elles n'ont pas agi sous leur propre gouverne, elles seront obligées de citer elles-mêmes qui leur a donné l'ordre de le faire. Il ne m'appartient pas à moi de le faire. Moi, je défends la vérité et je me base sur les faits de ce que j'ai vécu pour pouvoir agir. C'est cela. C'est cela. Donc, il faut que je vous donne un autre détail qui est important pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions prendre conscience que la dignité n'a pas de prix et qu'on ne peut pas accepter vendre notre honneur ou accepter mêler nos énergies à ce qui est mal, à ce qui est inconvenant, parce que nous avons un intérêt personnel à protéger ou à défendre. Non, la dignité n'a pas de prix, la liberté non plus. La dignité n'a pas de prix et la liberté non plus. Nous ne sommes pas dépositaires du pouvoir public. Nous ne sommes pas dépositaires du pouvoir de l'État. Nous n'incarnons pas des postes de haute fonctionnalité pour nous servir de nos prérogatives, pour malmener ou mépriser les autres. Non. Non. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale sur le territoire togolais. Et c'est sa volonté qui doit être observée et respectée. Respectée. Curieusement, je vous avais dit que pendant que on me disait d'aller pour voir les oncles du village pour connaître le problème en famille, il y avait 4 officiers qui étaient là et je n'avais reconnu qu'une seule personne. Pendant que j'étais interné, pendant qu'on m'interdisait l'accès à mes parents,
pendant qu'on leur interdisait d'avoir accès à moi, il y avait une personne qui avait la latitude d'aller et venir me voir pour me travailler, pour me faire revenir à de meilleurs sentiments. Et c'est la fille du colonel Rojo. Elle aussi, elle est de la médecine militaire. Elle est collègue du professeur, lieutenant-colonel Salifou Issifou, qui était mon médecin, mon psychiatre qui me suivait. Donc c'est elle qui venait me parler et qui m'alertait que pendant que j'étais interné, il y avait des mouvements qui se préparaient dehors. Et que les agabambos, mes frères, mon frère qui est en France, ma maman, sortaient sur les médias, France 24 et tout, et parlaient, et que des gens avaient eu à faire de la récupération de mon cas pour attaquer le président du conseil. Elle me disait que j'ai mis ma famille en danger. Et même qu'après mon arrestation, ma fille a dû faire une vidéo où elle a tapé sur la table, elle a tenu des propos graves contre le chef de l'État. Mais elle dit, c'est une fille et tout. Elle dit oui, mais en même temps, c'est ma fille, mais on peut la garder dans une brigade pour mineurs. Elle risque cela. Je dis, oh, comment? Que oui. Jusque-là, j'ignorais la nature de la vidéo de ma fille. C'est elle qui était là à me travailler. Que non, il fallait que... C'est elle qui m'a informé, d'ailleurs, qu'il y avait une cagnotte qui était en train d'être mobilisée pour moi. Et qu'il fallait que je renonce à cette cagnotte-là. Pour qu'on puisse me donner plus. Parce que si j'accepte la cagnotte, cela me lierait pour toujours aux gens qui se sont mobilisés pour moi. Et cela voudrait dire quelque part, elle est venue pour m'aider. Elle a appris que son frère est gardé. Elle veut m'aider à sortir, à pouvoir m'aider même à me réintégrer. Et qu'on peut faire beaucoup de choses pour moi, même m'aider à relancer ma carrière. Et même, elle est sûre que si on voit quelques personnes d'unir, unir à beaucoup plus d'argent pour m'aider que les gens qui sont en train de mobiliser l'argent pour moi. Et c'est mieux que ce soit unir qui m'aide que j'aille du côté de l'opposition. Je dis non, moi je ne suis pas de l'opposition. Je suis artiste et je suis du peuple. Que oui, mais il y a de la récupération. Les gens qui sont contre le président ont récupéré mon cas pour s'en prendre au président. Et il fallait que je garde la distance avec ces gens-là. Et le meilleur moyen de garder la distance, c'est de renoncer à la cagnotte. Parce qu'elles allaient me donner plus. On pouvait me faire sortir, je vais présenter. J'ai dit non, ok, comme même ma fille a fait des vidéos et tout, je vais faire des vidéos d'excuses. Mais qu'on me libère, que je rentre chez moi, parce que moi je peux porter peine pour torture. Je veux prendre un avocat, mais pour apaiser les choses, qu'on me libère. Je rentre chez moi, je reviens dans ma chaise ici, je réunis mes enfants, on va faire une vidéo pour présenter les excuses au président. Parce que c'est elle qui m'a informé que ma maman a fait une vidéo où elle a demandé aux femmes de militaires de sortir, que comme ils ont peur à leur mari, elle a fait des vidéos et après elle a dû faire une vidéo pour s'excuser. C'est à ma sortie que j'ai vu qu'il y avait une forte pression exercée sur ma maman, de par la famille et tout. Des pressions intenses. Dieu indirectement voulait dire qu'elle aussi, elle risquait d'être appréhendée parce qu'elle voulait appeler à un soulèvement. Que la propos qu'elle a fait, c'est très grave et tout. J'ai vu tout ça, je dis mais moi je m'étais engagé seul dans la chose, sans impliquer mes parents. J'ignorais qu'eux ils réagiraient même comme ça. Et ça va aller jusque là. Non, moi je vais essayer de calmer les choses. Mais qu'on me laisse rentrer chez moi et je vais travailler à apaiser les choses, présenter mes excuses. Puisque c'est pour les insultes qu'on m'attaque. Donc je vais présenter mes excuses pour les insultes. Et je vais reprendre ma première posture. Continuer par dénoncer ce qui ne va pas, mais en m'appuyant sur les faits. Parce que je tiens toujours à le faire. Que non, de m'occuper de ma musique. On va me faire même aller à Dubaï pour faire une vidéo. Elle commence à faire du chatting. J'ai compris que j'avais ma vie entre leurs mains. J'ai dit ok. Mais qu'on me laisse rentrer chez moi pour faire la vidéo. Ça, j'insistais sur le point là.
Elle me dit, ok, ce qu'on peut faire, quand on me fait rentrer chez moi, on me remet mes portables, je fais la vidéo en même temps, après on éteint, on reprend les portables et on me fait sortir, on va me mettre dans une villa. Ou même si je veux de choisir un endroit, un pays où je veux aller avec mes enfants et tout, on va nous faire partir là-bas. Mais il faut que je sois coupé de la source de ceux qui ont cotisé pour moi, ceux qui ont fait la cagnotte. En ce moment, j'ai commencé par prendre conscience que j'étais devenu quelque chose qui dépassait leur entendement. Sinon, ils ne seraient jamais venus pour essayer de faire des négociations de la sorte. J'ai commencé à exiger que non, moi je ne vais pas quitter. Si je rentre, je veux rester chez moi. Je ne vais pas partir. Que non, si je reste, les gens peuvent venir m'agresser parce que c'est moi qui avais lancé le mot d'ordre du 6. Et si je me retracte, les gens peuvent se fâcher parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer dehors. Donc il faut que je puisse me désengager de ces gens-là. Sinon, ceux qui ont cotisé l'argent pour moi, ça va être une insulte pour moi pour toujours. Une insulte pour moi pour toujours. Demain, si je veux réaliser des choses par moi-même, ils diront, oh, ce que tu fais là, c'est nous qui avons cotisé pour toi. Je dis, mais moi, je n'ai pas demandé aux gens de cotiser pour moi. Ça m'est tombé du ciel. Moi, je suis parti me sacrifier. Les gens se sont mis à cotiser. Elle dit, oui, c'est pour soutenir la famille et tout. Comment moi, je peux supporter que les gens m'ont dit que c'est eux qui ont cotisé pour supporter ma famille. Demain, moi, je ne peux rien faire avec mes enfants. On va dire que voilà, si ce n'était pas nous, tes enfants ne seraient jamais tel. Et ça va me suivre toute ma vie. Donc il vaut mieux que ce soit eux qui m'aident plutôt que ce soit les opposants. J'ai insisté à faire la vidéo en étant chez moi à la maison. Et ils ont compris que si je veux rester chez moi à la maison, c'est dangereux parce que si jamais on me sort et je prends confiance du niveau de popularité que j'avais atteint, je serais encouragé à continuer dans la droite ligne de ce que je faisais avant d'être interpellé. Et je deviendrais un danger permanent pour eux. Mais il fallait que je sois coupé de toutes les informations, que je renonce, que même je fasse la vidéo d'excuses avant de me rendre compte du niveau où le peuple m'avait placé. J'ai dit, mais si je dois renoncer à la cagnotte, il faut que je parle avec Zaga et que je parle à mon frère pour savoir dans quelle logique les gens ont fait la cagnotte, que je sache c'est combien la cagnotte. Et là, j'ai fait la ruse. Vous dites que vous me proposez plus, mais je ne sais pas combien fait la cagnotte. Si tu me fais renoncer à plus et tu me proposes moins, j'aurais perdu. Alors que de tes propres mots, tu as dit que les gens ont cotisé pour mettre ma famille à l'abri. Ma famille va dire que mais je suis bête de leur envoyer moins alors que les gens ont cotisé plus. Que non, il faut que je fasse les vidéos d'excuses avant de parler à Zaga et parler à mon frère. Là, j'ai dit que non. Là, je suis en position de force. Sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Ça, c'était aux alentours du 4, du 3 et du 4. Mais bien avant cela, quand la pression montait, et pendant que je l'ignorais, c'est le 2 juin qu'ils ont autorisé mes parents à venir me voir. Mon papa est venu avec ma maman. Et ils m'ont rendu compte qu'ils ont été appelés par le procureur. Parce que quand ça chauffait, le médecin m'a fait savoir que lui, il ne m'a pas interné de sa propre volonté. Mais actuellement, on est en train d'afficher la photo du directeur des gens du centre et tout. Alors que c'est le procureur qui a pris une réquisition pour qu'il m'interne. Que c'est sur réquisition du procureur qu'il m'a fait interner. C'est longtemps après, j'ai su en fait que non, le procureur a joué son rôle. J'ai été arrêté sans mandat, sans qu'il n'ait été consulté. Il n'y avait pas de dossier. J'ai été interné sans qu'il ne soit informé. Il n'y avait pas de dossier. Mais quand ça a commencé à chauffer, on pose des questions. Qu'il a fait interner, pour quel motif et tout. C'est en ce temps qu'ils ont envoyé un dossier au procureur. Pour que lui, il puisse demander que je sois jugé et tout. Parce que je suis déjà interné. Le procureur a dit, mais c'est quoi son état médical? Comme ils m'ont déjà fait interner, le médecin a envoyé une note au procureur lui disant que je souffre de défaillance mentale. Le procureur a été professionnel. Il a dit, mais si il souffre de défaillance mentale, moi je ne peux pas juger un fou. Donc, il faut l'interner.
Et quand il sera guéri, vous allez le ramener et moi je pourrai faire mon travail. Mais la pression continue de monter. La famille proche mettait la pression sur mon papa et ma maman pour qu'ils se calment, que genre c'est eux qui m'ont interné. On m'a dit niet. Elle n'a pas interné son fils. Quand son fils quittait la maison, il était en bonne santé. Le procureur en ce temps a appelé mon papa parce que la pression montait. Les gens étaient libérés à Amron, les gens en prélude de la manifestation du 6. Il lui a dit que voilà, il y a 2 charges qui sont retenues contre moi. Je reviendrai plus tard sur ça. La première, c'est que j'ai insulté le chef de l'État. Et la seconde, c'est parce que j'avais associé mes enfants. Donc c'était une sorte de détournement de mineurs. Et je les ai fait participer à des actions où on a insulté les gens et tout. Et que c'est grave. Parce que les enfants appartiennent à la République. Et je les ai fait faire des choses dont ils n'étaient pas conscients. Donc, ça c'est les 2 charges, les 2 chefs d'accusation qui sont retenus contre moi. Mais, lui ne peut pas juger un fou. Donc, m'a mis au niveau de l'hôpital psychiatrique de ZB. Maintenant, mes parents ont le choix entre m'enlever du centre psychiatrique de ZB et m'envoyer dans un autre centre, mais à leurs frais. Soit me laisser dans le centre psychiatrique de ZB, mais c'est à la charge de l'État. L'État va poursuivre son traitement. Donc, quand ils sont venus, mes parents ont dit, ils ont parlé avec moi, et on a dit non. Ma maman m'a demandé si on m'a injecté vraiment. J'ai dit oui. Il dit ok. Dans ce cas, elle ne sait pas ce qu'on m'a injecté. Elle ne peut pas demander qu'elle va me prendre et on va m'emmener dans un autre centre psychiatrique. On ne sait pas ce qu'ils m'ont fait. Donc ils n'ont qu'à continuer leur travail. Papa dit non, lui il a confiance en eux. Il a confiance en l'État. Donc ils n'ont qu'à poursuivre leur travail. Et le procureur a dit que quand je serai soigné, en ce temps, je pourrai revenir répondre des charges qui sont retenues contre moi. Quand je vais retrouver mes états. Donc, en ce temps, il fallait en ce moment que mes parents signent un document attestant que c'est eux qui ont décidé que je sois gardé à ZB. C'était le 2 juin. Donc ça devient une demande d'hospitalisation à la demande du tiers. C'est-à-dire que ce sont les parents même qui ont amené leur fils pour qu'il soit interné. Et qu'on a rempli le document, le professeur a exigé qu'on mette le 27. Mais, comme si depuis qu'on m'a pris pour m'emmener là-bas, c'est mes parents eux-mêmes qui m'ont emmené. Or, de ce jour jusqu'à ma libération, les gardes étaient toujours devant ma porte. Pourtant, ce sont mes parents qui m'ont emmené 17 ans. J'ai demandé, quand ce sont les parents qui amènent un patient à l'hôpital, ça veut dire que les patients ont le droit d'avoir leurs parents au téléphone quand ils le veulent. Oui. Mais pourquoi, quand moi je veux parler à mes parents, il faut que le professeur appelle la fille du colonel Rousseau et c'est elle qui doit dire si oui ou non je dois parler à mes parents. Je comprenais, je commençais à voir que l'affaire n'est pas claire. Pourquoi elle ne veut pas que je sois en communication avec mes parents? Mais elle pouvait venir me voir quand elle voulait. Elle pouvait me parler quand elle voulait sur le portable du professeur. Donc, le 3, le 4, on a eu la discussion là avec elle. Et le professeur me dit, voilà, il faut que je pense à faire la vidéo, comme je le dis. J'ai dit, non, mais voilà, moi je ne peux pas faire la vidéo et renoncer à la cagnotte comme ils me le disent, dans le vide. Qui vont faire plus pour moi? Que non, c'est mieux que unir puisse m'aider plutôt que l'opposition m'aide. Qu'est-ce qui me dit que ce que les gens ont cotisé pour moi, c'est moins comparativement à ce qu'eux veulent me proposer? Il faut qu'ils puissent parler clairement pour que je sache. Parce que moi, en ce temps, j'ai commencé à travailler, à avoir des éléments que je pouvais utiliser contre eux. Donc, on l'appelle la fille du colonel Rousseau. Elle aussi, elle est colonel aujourd'hui. Je pense qu'elle est doyenne de la faculté de médecine ou je ne sais pas, à l'université de Cara. Et elle me dit, ah, oui, elle est en train de se démerder pour moi et tout, et moi je veux mettre la pression. Je dis, non, c'est pas question de mettre la pression. Je ne peux pas renoncer à la cagnotte qui est censée sauver mes parents pour un plus dans le vide. Il faut que je te prononce clairement, que je sache.
Elle me dit, elle va me rappeler. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, qu'elle a pu mobiliser 19 millions pour moi. Je dis, ah bon, ok, j'ai compris. Mais avant ça, elle me dit, mais je demande l'argent et tout, alors que je n'ai pas encore fait les vidéos d'excuses, je ne suis pas encore libéré, il faut que ça soit libéré, on ne peut pas m'apporter l'argent là-bas et tout. Je dis non, on peut aller, si c'est vraiment vrai qu'elle veut faire un geste, pour être sûr, elle peut aller donner le montant à ma maman, avant que je fasse la vidéo d'excuses. Et si maintenant, je fais la vidéo après, elle me dit non, voilà, ma vidéo ne sert à rien. Donc c'est comme ça. Elle me dit, elle a pu mobiliser 19 millions pour moi. Je dis ok. Dans ce cas, laissez-moi parler à ma maman, laissez-moi parler à mon frère pour savoir c'est quoi la cagnotte avant de pouvoir dire si j'accepte ou pas. Et donc dit non, mais si j'en parle à ma maman, et comme elle parle beaucoup là, elle va sur les réseaux pour dire qu'on veut corrompre son fils. Je dis oh non, comment tu peux parler? Je ne vous ai pas dit d'aller parler à mon papa. Je sais le rapport que j'ai avec ma maman. Je saurai comment lui dire. Je vais lui dire que normalement je veux porter plainte pour les tortures. Mais cette somme-là, on me la donne pour que je ne parle pas de torture. Parce qu'elles m'ont convaincu de ne pas parler comme à torturer, parce que ça va nuire à l'image du président. J'ai dit non, je ne parlerai pas de torture pour nuire à l'image du président. Mais c'est pour répondre au commandant Mbale qui m'a dit si jamais je m'en sors d'allumer ma caméra pour dire qu'on m'a torturé. Vu que j'ai eu l'information qu'il y avait la pression qui montait et que même ils veulent me libérer, j'ai dit voilà, donc moi je vais parler de lui. Elle dit non, de ne pas parler de torture. Je dis non, voilà. Pour ne pas que ma maman trouve la chose bizarre, je lui dirai que l'argent qu'on veut me donner là, c'est en fonction du cas que j'ai été torturé. C'est pour les dédommagements. Elle dit non, 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 que ce n'est nullement pour les dédommagements. C'est pour m'aider. Je dis oui, mais il faut que je sache la cagnotte fait combien. Si la cagnotte fait 18 millions, toi tu me proposes 19 millions, donc à cause de 1 million, moi je vais trahir ceux qui se sont mobilisés pour moi. Non, je tenais à parler à ma maman pour lui dire qu'il y a une information. Elle n'a pas voulu. Elle dit de faire la vidéo d'abord et tout. Donc comme j'ai dit qu'il faut que je vérifie par rapport à la cagnotte, elle me dit ah bon, donc tu veux être cupide jusqu'à ce point. Je dis voilà, tu prétendais être ma soeur, qu'on a grandi ensemble et que tu es en train de te mouiller pour me sauver. Et tu me dis de renoncer à la cagnotte parce que les gens qui ont cotisé l'argent pour moi vont m'insulter, moi et ma famille, pour toujours. Même si j'ai accompli des choses après, les gens vont dire que oui, c'est grâce à nous. Qui veut mieux que vous puissiez m'aider. Toi, tu ne m'as même pas encore aidé, tu me traites de cupide. Donc, en vérité, tu veux me faire porter l'étiquette de traître à la lutte, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vous ai bien dit que si je ne rentre pas chez moi avant de faire la vidéo que je vais faire là, ça va se retourner contre vous. Parce que vous êtes en train de manipuler mes énergies. Ce n'est pas dans ces conditions-là que je fais la vidéo. Mais tu insistes que je fasse la vidéo ici. Parce que selon toi, les gens savent déjà que je suis ADB, donc de le faire. Or, moi j'ai compris indirectement qu'elle voulait que je fasse la vidéo pour casser la mobilisation du fils. Elle me disait déjà, et je n'avais pas des canaux pour savoir comment les choses se faisaient, que les gens veulent faire des actions et tout, et que ça va me retomber dessus. Vu que le procureur a dit qu'après mon cas, je vais retourner devant la justice, je risque une lourde peine. Il dit ok. Donc vous pouvez envoyer l'équipe, qu'elle vienne, et je vais faire la vidéo d'excuses. Mais ne me parle plus d'argent, que non, excuse-moi pour le terme. Je dis non, 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 non. L'homme prudent voit le mal de loin. Comment ça a commencé? Après, tu ne peux pas dire que c'est pour le dédommagement, que c'est pour m'aider. Après, c'est vous-même qui allez répondre dans l'opinion que oui, vous m'avez donné l'argent. Et c'est pourquoi j'ai cessé de parler de ça. Non, je ne veux pas de votre argent, gardez-le. Je préfère prendre la cagnotte, même si je ne sais pas combien ça fait là. Je préfère la prendre, même si c'est 2 francs. Elle insiste. Je dis non, et j'ai passé le portable au professeur. Je dis, elle n'a qu'à leur dire. C'était la nuit du 4, ça. Elle n'a qu'à lui dire. Il n'a qu'à lui dire plutôt qu'ils n'ont qu'à envoyer leur équipe pour que je fasse la vidéo. Mais je ne veux plus jamais avoir de discussion avec elle. Qu'elle enlève son nom et sa bouche de mes affaires. Je ne veux plus qu'elle m'aide comme elle voulait m'aider. Voilà. Jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Donc, la nuit du 4 au 5, à 2 h du matin, je dormais quand ils sont arrivés. Une équipe de 3 personnes. Les autres étaient dehors, je ne les ai pas vus. Ils sont arrivés, ils me disent voilà. Le premier entrée, il mettait un cache-nez pour que je ne le reconnaisse pas.
il me pose des questions, voilà, il veut qu'on parle de la vidéo avant qu'on la fasse, qu'on puisse la faire. Et que je dise un peu ce que vient de la vidéo avant. J'ai dit non, voilà, je vais présenter mes excuses au président du conseil par rapport à mes insultes. Parce que oui, nous sommes dans un état de droit. Et normalement, quand un citoyen insulte, ce que je disais qu'on m'avait interpellé, j'ai redit ça. Quand tu insultes, tu dois répondre de tes actes. Donc le fait que j'ai insulté, c'est mauvais. Donc je vais présenter mes excuses pour les insultes. C'est important. Parce qu'on m'a dit que ma fille aussi a insulté. Donc c'est pas un bon exemple. Et je veux protéger ma fille. Donc j'ai fait la vidéo. Est-ce que je fais la vidéo là sous une menace? Je dis non, c'est moi-même je veux la faire. Bon, c'est j'ai déjà préparé mon discours, je savais ce que je dirais. Et si vous me suivez, ma vidéo, au-delà de Be a Brave Being, j'ai bien dit, le Togo est un état de droit et nul n'est censé être au-dessus des lois. La loi est dure, mais c'est la loi. Cela veut dire que, moi je veux me baser pour ça, pour dire, moi, j'ai fait une mauvaise chose. J'ai été un déviant. Je suis en train de le payer. C'est normal. Toutes les personnes qui ont détourné de l'argent, qui sont citées dans les différents rapports, doivent répondre aussi de leurs actes. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé être au-dessus de la loi. J'ai préparé la vidéo. Ils ont pris leur caméra pour filmer. Et après, ils voulaient que je puisse mettre la vidéo sur mon compte. Ils ont voulu amener leur PC pour que je puisse ouvrir mon compte là-dessus. J'ai dit non, 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 non. Moi, je ne connais pas mes codes en tête. Il faut que je puisse ouvrir ça sur mon portable, taper le code avant d'ouvrir sur leur PC. Mais quand ils ont amené le portable, j'ai fait charger la vidéo sur mon deuxième compte. Parce que je savais que par là, ça va amener une confusion au sein de l'opinion. On va dire que mais pourquoi c'est le deuxième compte qui publie, hein? Pourquoi c'est un nouveau compte qui publie la vidéo et non le vrai compte d'Amron? Donc l'affaire là n'est pas claire. Maintenant ils sont venus, j'ai ouvert le code et j'ai fait balancer la vidéo sur mon deuxième compte. Quelque temps après, un d'entre eux s'est rendu compte que non, la vidéo n'est pas sur le compte que j'utilise souvent pour mes lives. Je dis ah bon, oh ok, donc c'est une erreur. Il y avait un compte de sauvegarde, donc je vais le faire. Donc pour publier la vidéo, j'ai téléchargé la vidéo de mon second compte et je l'ai publiée sur mon premier compte. De sorte que la vidéo que je publie sur mon compte principal puisse porter la signature du deuxième compte. Là, les gens vont se dire, mais si c'est vraiment lui, pourquoi ne pas publier la vidéo directement? Et c'est la vidéo du deuxième compte qu'on publie ici. Donc c'est des gens qui sont en train d'utiliser ces comptes. Putain. Je savais que les gens allaient déchiffrer ça, que ça allait créer d'autres polémiques. Et il a dit non, voilà, je vous ai bien dit que la vidéo va se retourner contre vous. Vous ne m'avez pas écouté. Donc maintenant, j'ai fait ce que vous avez voulu. Vous avez exigé que je fasse les excuses ici. Alors que ce n'est pas ce que moi je voulais. Donc vous avez votre vidéo. Il dit ok, donc voilà, c'est bon. Donc ils espèrent que à ma sortie, parce que normalement j'étais censé sortir le 7. Après là, maintenant le 6, j'allais sortir le 7. À ma sortie, mes actions vont aller dans la droite ligne des excuses que j'ai présentées. Je dis oh, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait les excuses là comme je les ai faites. Aujourd'hui ils vont comprendre. Donc je finis maintenant. Et le monsieur prend le sac et il dit voilà, il y avait eu une discussion et on voulait faire un geste pour m'accompagner, pour m'aider. Et il ouvre le sac, il me présente les 5 millions. Qu'à la base on avait dit 19 millions, mais ça a été revu à la hausse, maintenant 25 millions. Sachant déjà ce que j'ai fait avec les vidéos. J'ai dit non. Moi je ne veux pas de votre argent, non. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas être cupide. Je préfère prendre la cagnotte, c'est mieux. Donc, gardez votre argent. Que non, lui n'est qu'un simple envoyé. Il n'est qu'un simple envoyé. Donc de prendre, de réfléchir. Dis non, c'est déjà tout réfléchi là. Moi je ne veux pas de votre argent. Non. Je ne veux pas de votre argent. Ramenez l'argent à la personne qui vous a remis ça. Et dites que je ne veux pas, je ne suis pas cupide. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent. Donc j'aimerais éviter que demain, on vienne dire que c'est moi j'ai demandé de l'argent et on me l'a donné. Non. C'est vous qui êtes venu m'informer qu'il y a une cagnotte.
et vous me demandez de renoncer à la cagnotte. Je refuse. Vous insistez. Et comme j'ai ma vie entre vos mains, je dis, je veux savoir au moins c'est combien la cagnotte avant de faire la comparaison. Et vous me traitez de cupide. Vous avez vendu vos intentions. Vous voulez casser le niveau auquel le public m'a mis. Vous voulez me ramener en bas. C'est pourquoi vous faites la négociation comme ça. Donc ramenez votre argent. Ça l'a surpris. Que même l'argent est là, dès que je veux. Demain matin, il peut me donner ça à ma maman. Je dis non, 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 c'est même pas la peine. Ils n'ont qu'à garder leur argent. Il est parti. Après, le professeur est venu me dire waouh, qu'il ne s'attendait pas à ce que je refuse l'argent. Je lui ai dit non, ce n'était pas de l'argent, c'est mon âme qu'il voulait acheter. C'est mon âme qu'il voulait acheter. Ce n'est pas de l'argent qu'il me donnait. Et 25 millions, ce n'est pas de l'argent. 25 millions, ce n'est pas de l'argent. Je viens d'une famille modeste. Mais mes parents ont eu l'argent. On a compté l'argent, quoi. Voilà. C'est pas 100 millions, c'est pas 200 millions. Donc je connais la valeur de l'argent. Donc par rapport au niveau qui m'ont laissé entrevoir que j'avais, parce que je n'imaginais pas cela. Ça m'est tombé du ciel. Je ne peux pas prendre de l'argent, jamais. Je savais le rôle que je pouvais jouer. Et je vais gagner même des milliards. C'est ça la vérité. Ma dignité et mon honneur. Et en ce moment, j'attends. Le 7 arrive. Je pense qu'on va me libérer. Mais niet. Maintenant, le discours c'était que maintenant que j'ai refusé l'argent, je suis devenu un cas plus grave. Parce que ça veut dire que je suis confiant de ma force et de mon poids. Donc si je sors, je vais continuer ce que je faisais. Et maintenant qu'il y a déjà le public qui m'écoute, ça va devenir plus grave. Donc, il faut qu'on me garde là-bas. Il faut qu'on me garde là-bas. Je ne dirai pas par quelle alchimie, ni par quelle magie. J'avais la chance qu'il y avait des gens qui venaient avec leurs patients. Il y en avait qui me reconnaissaient. Donc souvent, je reste à la fenêtre et les gens me voient. Amron et tout. Et eux me donnent les informations de comment ça se passe sur la toile. Donc j'avais les informations. Ah, tiens. Donc, à Noël, il est quoi? Ok. Il est quoi? Et un jour, il y a un monsieur qui est venu par son intermédiaire. Il est passé par la fenêtre. Il a pu me passer son portable. Je l'ai pris, j'ai appelé ma maman pour la prévenir qu'elle était sur écoute. Elle n'a qu'à faire attention au message qu'elle reçoit et qu'elle n'a qu'à tout faire, exiger que les avocats viennent me voir. Que les avocats viennent me voir. C'est très important. Que les avocats viennent me voir. Parce que jusque-là, il n'acceptait pas que les avocats viennent me voir. J'ai exigé cela. Et j'ai dit à un moment qu'à ce moment qu'on se parle, ils sont en train de nous écouter. Et j'ai remis le portable à la personne. Elle est partie. Moins de 30 minutes après, les gens sont arrivés. Ils sont venus pour faire une fouille dans ma cellule. Pour voir si je n'avais pas d'objet compromettant. Je savais le pourquoi ils étaient venus. Je savais qu'ils avaient capté la conversation avec ma maman. Ils ont tout fouillé dans les poches et tout. Ils n'avaient rien. Mais en le faisant, ils se sont exposés davantage. Je savais qu'ils avaient toute ma famille sous haute surveillance. Maman a commencé à appeler pour exiger que l'avocat vienne. Il ne voulait pas. C'est un peu ça en gros. Il y a beaucoup d'autres détails que je me préserve de donner pour protéger beaucoup de personnes. Mais soyez sûrs, j'ai créé le script. Et le moment venu, on réalisera un film. On réalisera un film avec cette histoire. Si je suis encore vivant. Parce que comme je le dis, je ne sais pas ce qu'on m'a injecté. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait boire. Je sais le risque que je cours
en racontant toute cette histoire-là, toute cette histoire, en citant des noms. Mais je le fais parce que je me dis, tant que j'ai le souffle, je ne sais pas quel effet les produits auront sur moi, ni ce qui peut se passer demain. Je veux que ce soit un témoignage vivant, que personne ne vienne raconter autre chose sur mon histoire demain, si jamais quelque chose m'arrive. Je veux laisser un témoignage vivant pour l'histoire, pour la postérité. Pour l'histoire, pour la postérité. Je veux que les gens sachent que jusqu'au bout, je me suis engagé pour la patrie, pour le Togo. Raison pour laquelle, quand j'ai appris ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6, quand les gens sont sortis, comment d'autres ont été torturés, et après, dans la même veine, dans la quête pour la reconquête de leur souveraineté, des gens ont été traités comme ils l'ont été et que nous avons tous vu de nos propres yeux en mondovision, que certaines personnes nous parlent d'intelligence artificielle ou de fake news. Je dis, je ne pourrais pas parler à la place des gens, mais parce que moi aussi j'ai été une victime de torture. Dorénavant, je veux être l'avocat de cette cause, faire en sorte que ceux qui m'ont torturé puissent me payer cher pour que cela puisse galvaniser ceux aussi qui ont été torturés. Depuis que l'histoire du Togo existe, ou du moins ces 20 dernières années, je suis sûr que personne n'a été torturé, est sorti et a osé témoigner en citant des noms des premiers responsables, que ce soit des hauts dignitaires ou des personnes haut gradées ou qui occupent des hautes fonctionnalités, les nommer et dire à visage découvert que je porte plainte contre vous pour torture, pour avoir violé le code pénal togolais, pour avoir violé mes droits, pour avoir outrepassé votre pouvoir. Nulle part sur terre, tous les pays qui ont ratifié la Convention des droits de l'homme ne doivent admettre que la torture puisse s'opérer sur leur territoire et qu'on garde un silence. J'ai cité des noms et pas des moindres. Mes avocats sont sur le coup. Peut-être que cela peut me coûter cher, peut me coûter la vie, mais je ne vais pas fuir mon Togo. Je ne vais pas fuir la terre de mes aïeux. Non, c'est ici que je vais rester. Que ce qui arrive, arrive, mais je réclame justice. Et à ma suite, toutes les personnes qui ont été torturées, si elles ont le nom des personnes qu'elles ont torturées, qu'elles n'osent pas apporter plainte, nous allons faire de ce Togo un état de droit. Et je le dis encore une fois, les personnes qui nous ont torturés, quand on mettra la main sur elles et qu'elles devront passer devant la justice, nous nous engagerons à faire en sorte que leur intégrité physique soit préservée, qu'elles ne soient jamais torturées, parce que nous sommes d'une intelligence supérieure, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des... Je ne vais pas insulter, on pourrait encore retenir cela contre moi. Donc c'est ça. Maintenant, j'ai vu tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. J'ai vu les Togolais travailler à revendiquer leurs droits. J'ai vu la justice, le procureur qui a été exemplaire sur mon cas, qui n'a pas tordu le cou du droit, qui n'a pas accepté être mêlé à cette machination, qui a fait son travail de façon professionnelle. Je l'ai vu condamner certaines personnes ou faire condamner certaines personnes par rapport aux actes de vandalisme que ces dernières auraient eu à faire. Je le dis au conditionnel parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Et comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle invente des choses, je ne peux pas me fier à certaines images que j'ai eu à voir. C'est pourquoi je parle au conditionnel. Donc si ce qu'il dit, c'est la vérité, et il a pu faire condamner des citoyens pour des actes de vandalisme ou des actes de ce qu'eux-mêmes ils qualifient de ce qu'ils disent, il y a des rapports qui sont là
et qui indexe fortement des gens qui puissent se saisir rapidement des rapports de l'IGE, des rapports de la Cour des comptes, des rapports de l'ITE, et faire en sorte que les personnes qui sont mises en cause pour avoir détourné, l'argent de l'État, notre argent à nous, qui ont détourné l'argent des routes, l'argent dans des projets, les personnes qui s'accaparent les ressources du pays, quand on exploite ou on essaie les matières premières, ces personnes détournent leur argent, que le procureur puisse faire preuve de diligence, de professionnalisme et les indexer. Parce que c'est très important. La loi est dure, mais c'est la loi. Et nul ne peut, qu'importe son rang social, qu'importe le cercle auquel il appartient, nul ne peut être au-dessus de la loi. Nul, personne. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. C'est la vérité. Cela était le cas hier, cela est le cas aujourd'hui, et cela sera le cas demain et dans l'éternité. Ça ne changera pas. Entre-temps, on peut fustiger le silence coupable et complice des institutions internationales qui n'arrivent jamais à faire preuve de virilité quand les droits des citoyens sont bafoués, mais se permettent de condamner les violences d'où qu'elles viennent quand des citoyens désabusés essaient, en tant qu'humains, en succombant sous l'effet de la faiblesse humaine, parce qu'ils encaissent trop d'avoir des comportements ou des propos déviants, rappeler les deux camps ou condamner les violences d'où qu'elles viennent. Mais quand les violences viennent d'un camp, on ne les voit jamais en des termes clairs condamner cela. On ne les voit pas. Et récemment, la CEDEAO a condamné ce qui se passe sur le territoire togolais en appelant les uns et les autres à privilégier. À l'entame de mon live, j'ai dit quelque chose d'essentiel et on ne va pas l'oublier. Le peuple togolais est un peuple pacifique, patient. Il n'existe nulle part sur terre un peuple aussi pacifique que le peuple togolais. Le peuple togolais est le peuple qui est le chantre de la paix sur la planète Terre. Parce que nulle part ailleurs, un peuple peut subir ce que le peuple togolais a eu à subir ces 50, 60 dernières années et rester autant pacifique. C'est pas possible. Donc oui, le peuple togolais a toujours été ouvert au dialogue. Et quand on parcourt notre histoire, il y a eu plus de 25 à 30 dialogues auxquels le peuple togolais a bien accepté vouloir participer. Mais le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui nous le renseigne. Les conclusions des dialogues ne sont jamais mises en application, On a l'impression qu'il y a toujours des gens qui appellent au dialogue pour calmer les choses et après, juste après le dialogue, gagnent en temps et on dort et on repart comme avant. C'est une impression qu'on a. Je ne peux pas savoir qui le fait, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui le font. Et ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui dans la 5e République, où le président du Conseil a juré devant Dieu et devant le peuple togolais, ce peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il va remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Si dialogue il doit avoir, la seule chose à faire, c'est que les serviteurs obéissent à la volonté des maîtres. Que les serviteurs se mettent réellement au service de leur employé, de leur employeur plutôt. Qu'ils écoutent et qu'ils demandent qu'est-ce que vous voulez. Qu'ils l'entendent et qu'ils respectent cela.
Et ça ne sera que justice. Ça ne sera que oui, c'est ça le dialogue. Parce que le peuple s'exprime depuis. Mais les gens n'écoutent pas. Pour qu'il y ait le dialogue, il faut que les gens écoutent et fassent la volonté du peuple. Maintenant, que veut vraiment le peuple? Moi, je ne suis qu'un individu. Je ne peux pas dire ce que veut le peuple. Mais je sais que si les serviteurs tendent vraiment l'oreille, ouvrent vraiment les yeux, observent, et se renseignent objectivement, ils sauront. Les serviteurs sauront ce que veut réellement le peuple. Et ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de respecter la volonté du peuple. C'est ça le sens du vrai dialogue en fait. Respecter la volonté du peuple. Que les serviteurs ne se mettent pas au-dessus des lois. Non. Que les serviteurs reviennent à leur vraie place. Se mettre au service du peuple. C'est ça. Donc écoutez la voix du peuple. Qu'est-ce que le peuple dit? Je ne sais pas. Mais ce que je vais faire maintenant que je suis sorti, je vais me mettre vraiment à l'écoute et ouvrir grandement mes yeux. Et le souffle qu'il me reste, je vais essayer d'écouter, de voir. Et quand j'aurai fait la synthèse, je dirai à haute et intelligible voix ce que j'ai cru avoir entendu ou je crois voir que le peuple veut. Et je le dirai sans sourciller. Pour ça, vous me connaissez. Pour ça, vous me connaissez. Je le ferai. Je le ferai. Je vais bien tendre l'oreille pour bien écouter. Parce qu'actuellement, j'écoute, mais bon, ce n'est pas très clair. Comme je ne suis pas encore totalement bien guéri, si je parle, on peut penser que c'est la folie qui veut reprendre ou la dépression sévère. Donc non, je vais observer. Je vais maintenant bien écouter les oreilles. Durant ce mois-là, ou les semaines qui arrivent, ou les jours qui arrivent, je vais bien écouter ce que le peuple veut. Et forcément que je vais réallumer ma caméra pour essayer de renseigner objectivement tout le monde. Je suis la voix des sans-voix. La voix polémique, la voix de la veuve et de l'orphelin. Je ne suis pas là pour vendre ma confiance, non. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun cercle spirituel, membre d'aucun couvent. Le peuple togolais, c'est la communauté à laquelle j'appartiens. Maintenant, à titre personnel, parce que les gens me demandent, oui, qu'est-ce que je pense par rapport aux élections, et tout. Moi, sincèrement, si je devais agir en tant que citoyen, je ne vais jamais participer aux élections. Parce qu'à l'heure actuelle où nous parlons, ce n'est pas ça qui est la priorité. Il y a péril en la demeure. Il y a des choses qui sont plus urgentes que d'aller à des élections. Et si les gens veulent nous faire croire qu'il faut aller à des élections avant que ces personnes ne puissent nous écouter ou satisfaire ce que nous voulons, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et l'image que je vois, c'est comme si nous sommes dans une barque en plein milieu de l'océan. La barque est en train de couler. Il y a un capitaine, c'est lui qui doit prendre des décisions. Et nous disons au capitaine, ah, sauve-nous, nous sommes en train de nous noyer. Sauve-nous, la barque est en train de couler. Et le capitaine nous dit, oui, attendez, laissez-moi aller apprendre à nager. Et quand je saurai nager, je vais revenir pour vous sauver un à un. Non. Jusqu'à ce qu'il aille apprendre à nager et qu'il ne revienne, la barque va couler et nous tous, nous allons être noyés. En mon âme et conscience, et ce que je dis n'engage que moi, je ne force personne. Je sais que les élections ne vont rien résoudre. Et même si les gens font le forcing pour y aller au lendemain des élections, le problème togolais sera entier. Les défis seront entiers. Les gens qui ont détourné l'argent seront toujours là et ils seront toujours appelés à répondre. Les gens qui sont en exil depuis des années devront trouver le moyen de rentrer dans leur pays. L'armistice devrait être signé parce que nous sommes dans une nouvelle république. Les prisonniers politiques devraient être libérés
Et ce ne sont pas les élections qui vont régler ça. Quand on aime vraiment son pays, on peut faire preuve de hauteur d'esprit. Mettre les élections entre parenthèses. Nous avons déjà la majorité en tout. On sait que nous sommes super aimés. On sait que même si on fait les élections dans 1 an ou 2, même dans 6 mois, le peuple est déjà acquis à notre cause. On va les gagner. Pourquoi ne pas les mettre de côté et faire ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat? Respecter les vies qui ont été perdues. Même si c'est une seule vie qui a été perdue dans une manifestation de revendication, cela veut dire que c'est une vie de trop déjà. On devait avoir du respect pour cette vie-là perdue. C'est ici l'occasion pour moi de m'incliner et de marquer 1 minute de silence en mémoire de ces personnes qui sont tombées dans ce mois de juin pour que la souveraineté revienne au peuple, que la voix du peuple soit réellement entendue. Et au-delà de m'incliner et marquer 1 minute de silence en mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie à cause des manifestations politiques dans notre pays. La vie humaine est sacrée et toutes les vies se valent, qu'on soit riche ou pauvre, haute autorité ou simple gardien. La vie est sacrée et nous devons respecter le caractère sacré de la vie. C'est écrit dans notre constitution. C'est écrit dans notre constitution. On ne peut pas avoir du mépris pour ceux qui ont perdu la vie parce que nous avons des agendas politiques. Parce que nous rentrons dans une spirale où ça sera toujours le cas. À un moment donné, il faut qu'on puisse savoir s'arrêter et nous dire, oh, tchalé. Et nous fitions qu'Emile Ouare et de la noter. Je ne suis pas un devin, mais je peux vous prédire ce qui va se passer au lendemain des élections. Peut-être que d'ici là, la plus haute autorité qu'on a envie d'entendre depuis que ces événements se passent, mais qu'on n'entend pas, prendra une décision pour dire, hé, attendez, laissez tomber les élections là pour le moment. Parlons de l'essentiel. Je l'espère encore que le président du conseil le fera. Aplanissons les choses. Évitons que d'autres crises naissent après les élections parce qu'elles sont déjà contestées. Tout le monde n'y participe pas. Les gens parlent encore du code électoral et tout ça là. Je ne suis pas un devin et je parle à titre personnel. Je peux me tromper, mais je peux déjà prédire ce qui va se passer après les élections. Il y a eu des sénatoriales, législatives. Ça a été un raz de marée du parti au pouvoir. Il ne faut pas penser que c'est au municipal que l'opposition va rafler quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas logique.
Ça ne va pas être logique. Pour pouvoir continuer à prouver qu'ils sont le parti majoritaire et le parti le plus grand, ils vont toujours tout rafler. Ça c'est sûr. Tout rafler. Donc ceux qui y participent, ils y vont que pour participer à un rituel d'humiliation. Parce qu'à la fin, on connaît les mêmes slogans qu'ils vont répéter. Nous avons été volés. Il y a eu des fraudes. Le fichier électoral était tel. À tel moment, il y a eu tel. Sauf que, en face, vos adversaires de depuis toujours savent qu'en participant aux élections, si demain, vous sortez, dans ce cas de figure, vous sortez, même si on vous a volé pour vous plaindre, personne ne pleurera pour vous. Donc, même dans votre position actuellement, vous êtes fragilisé. Ils savent que des gens ne veulent pas aller aux élections, qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas aller aux élections. Il se peut que le taux de participation soit bas et le taux d'abstention soit très élevé. Et même si on vous triche, vous aurez beau crier, on nous a triché, personne ne va se mobiliser pour réclamer qu'on vous rende vos voix. Et en ce temps, vous serez grillé pour de bon. Pour toujours. Mais si j'avais été un acteur politique et que j'analyse la situation actuelle, je parlerai à mes confrères pour leur dire, ok, vu qu'il y a plus d'urgence, nous savons que les choses doivent changer, tout, et rien ne se fait. Retirons-nous tous. Quand bien même on a déjà mis un pied dedans, aujourd'hui il n'est plus possible qu'on puisse dire on va prendre d'autres nouveaux candidats. Nous qui sommes de l'opposition, retirons-nous tous du processus électoral et laissons-les aller seuls aux élections. Et si nous sommes sûrs que nous avons la popularité pour tout rafler, avoir une victoire massive pour changer le pays, donnons des mots d'ordre à notre base pour leur dire, le jour des élections, ne sortez pas, n'allez nulle part. Que le monde entier sache que c'est seulement une ou deux personnes qui est partie voter. Mais non, ça ne sera pas le cas. Les gens feront ce qu'ils ont l'habitude de faire ou feront ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je ne suis personne pour juger les gens. Sauf que je sais que ce qui est sûr, après, les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que les gens ne peuvent pas prendre la majorité au sénatorial, prendre la majorité aux législatives et venir perdre au municipal. Impossible. Cela va donner l'impression qu'ils ont truqué les sénatoriales et les législatives. Ils vont tout rafler aux élections municipales pour prouver qu'ils sont vraiment le parti le plus grand. Ceux qui y vont pour participer à un rituel d'humiliation. Et ils auront l'éternelle rhétorique. Peut-être une ou deux personnes parmi ces personnes auront une ou deux mairies, comme ce fut le cas. Mais en leur âme et conscience, ils savent qu'ils n'auront jamais le pouvoir de changer de façon substantielle la vie de la nation. Simple rue, le nom des rues, les gens ont voulu changer alors que c'était leur prérogative. Ils n'ont pas voulu. À quel moment pensez-vous qu'on va vous laisser agir pour faire respirer la grandeur, pour montrer que vous êtes plus compétent que ceux qui, selon ce que les gens disent, travaillent à conserver le pouvoir pour toujours? À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de sérieux. Qu'on fasse preuve de sérieux. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas descendre dans l'eau et dire non, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas se mouiller. Mais on descend dans l'eau pour voir parce que oui, il se peut que quand on descende, on ne sera pas mouillé. C'est se moquer de l'intelligence des gens. On ne peut pas s'habiller en tout blanc et sortir dans la boue, dire que oui, on ne veut pas salir nos habits. On ne veut pas salir nos habits. Mais bon, quand même, on marche dans la boue pour voir si, au moins cette fois-ci, ça ne va pas être sale. Les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. C'est ce que j'ai à dire et je pense que j'ai dit l'essentiel. Chacun peut prendre ce qu'il peut pour travailler avec. Voilà. J'avais prévu faire juste un live de 2 heures de temps, mais les circonstances et le moment a voulu que je puisse m'étaler davantage pour que tout soit bien compris. Que tout soit bien compris.
Mais rassurez-vous d'une chose, et moi, le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Merci infiniment. C'est pour la première fois que je reçois un lion. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui ont sécurisé ce live, qui ont été des donateurs, qui ont permis qu'on puisse aller jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes. Donc je disais que je suis sûr d'une chose. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Et en cette année 2025, le peuple togolais va retrouver sa souveraineté de gré ou de force. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Et qu'importe la posture que certaines personnes veulent prendre, pour montrer qu'elles sont viriles ou pour intimider les gens, plus rien ne se passera comme avant. Je reste convaincu. J'espère n'avoir manqué de respect à personne. J'espère n'avoir insulté personne. Mais j'ai appris qu'au-delà de la tribune, Madame Yakadé a publié beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Mais dans les jours à venir, je vais me permettre de me reconnecter avec la réalité de mon pays, de relire tout ce qu'elle a eu à dire, de voir tout ce qui se fait et de me faire une idée claire. Et puis bon, je vous reviendrai très très vite. Je vous reviendrai. Donc c'était Amron, c'était mon histoire. C'était mon histoire. Et j'espère vous retrouver très très bientôt. N'oubliez pas, au-delà des intimidations, le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Et le président du conseil, il le sait. Il n'est pas au-dessus du peuple. Il est serviteur du peuple. Il est serviteur du peuple. Quelque part, ce n'est pas la peine qu'on lui demande de nous rendre notre souveraineté. Non. Il a déjà reconnu que nous sommes les souverains. Donc nous avons déjà notre souveraineté, à nous de l'exercer. En respectant la loi et en agissant, en respectant la réciprocité de ce qu'on nous fait subir. En restant dans la légalité. Voilà. Parfois, la défense peut être légitime. Il faut qu'on travaille en sorte de ne pas nous faire prendre dans des pièges. C'est un peu cela. Je vais finir avec l'hymne national du Togo. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, lors de l'humanité. Je nous invite tous à méditer profondément les paroles de notre hymne national, surtout le deuxième couplet, cette nuit. Je nous invite tous à le faire, à méditer profondément ces paroles et les laisser s'enraciner en nous. Peut-être qu'en cela, qu'en le faisant, nous pourrons ressusciter en nous les gènes des patriotes. Nous pouvons nous reconnecter à la terre-mère. Nous pourrons nous reconnecter parce que oui, notre cordon ombilical a été enterré ici à nos ancêtres et nous pouvons agir dignement pour défendre leur honneur et défendre l'intérêt supérieur de notre pays. Je vous remercie d'avoir été
assez nombreux d'être restés jusqu'aujourd'hui. Ceci était un live de retour. Pour ceux qui s'inquiétaient, j'espère que à présent vos inquiétudes sont apaisées. Ça a été un live de haute facture, mais je n'ai insulté personne. Je n'ai pas été discourtois. Nous pouvons le faire. Waouh! Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. 22h47, je vais mettre fin au live à 22h50 pour permettre à ceux qui nous envoient l'énergie de continuer par le faire. On va profiter. Merci beaucoup. Minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté. Ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Minorité, minorité, pardon d'oser penser à la majorité. Petit pays surendetté. Ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Merci beaucoup. Merci pour ces bonnes vibrations. Merci pour les cadeaux. Merci pour les partages. Ça a été le live le plus réussi. Hein? Je n'ai jamais eu à faire un live et réunir autant de monde. Sachant très bien qu'actuellement, au mieux Rolomena, il y a des connexions à Internet. Je passe par l'occasion pour dire que c'est inadmissible que nous, citoyens togolais que nous sommes, nous payons pour la connexion et qu'on nous restreigne cette connexion-là en violation flagrante de nos droits. Je pense que ça commence à devenir trop facile en fait. Ça commence à devenir trop facile de nous manquer de respect. Sachez, vous qui occupez les hautes fonctionnalités, que vous êtes à notre service. Vous êtes là pour faire notre volonté et non pour nous imposer votre volonté. Vous êtes minoritaire, vous devez nous écouter et respecter notre volonté. En restreignant Internet, les militants du NIR, du CAR, de l'UFC et de l'ANC, de la société civile, même les chrétiens, les musulmans, les vaudous, tous les citoyens sont frappés. Au nom de quoi? Au nom de la politique. Et vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? C'est un manque de respect qui va très loin. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ça va se retourner contre vous. Il y a des gens qui essaient de faire des manifestations. Il y a des gens qui ne voulaient pas manifester. Mais ces personnes aujourd'hui se sentent concernées par ce qui se passe. Ils se disent que maintenant ça ne peut pas continuer comme ça. Autant sortir pour dire à ces gens-là qui nous traitent comme ça que trop c'est trop. Et c'est vous qui causez ce genre de choses. C'est vous qui motivez les gens à vouloir se mobiliser pour vous montrer qu'ils sont les souverains. Je dis ça, je ne dis rien. La famille, merci infiniment. Il faut que je mange et que je prenne mes comprimés. Sinon, ma dépression sévère, ou comment appelle-t-on? Quel terme le psy avait déjà utilisé? Je peux encore souffrir d'une défaillance mentale. Je peux encore souffrir d'une défaillance mentale. Et il faut que j'aille prendre mes produits, que je mange et que je dorme. Vous-même savez que je suis en convalescence. C'était Amron, votre fou préféré. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. À la prochaine.